Investir à la côte, est-ce encore une bonne idée? C'est la question qu'on va poser aujourd'hui à nos experts du jour dans ce nouvel épisode du Rendez-vous des Proprios, initiative de Top Agent en collaboration avec Eloya, PNV et Imovlan. Et pour ce nouvel épisode, encore une fois, une belle brochette d'experts, de passionnés de l'immobilier. Aujourd'hui, on joue à domicile, on joue chez lui. Eric Spitzer, directeur d'Imovlan, mais aussi grand passionné de paddle. Absolument. Bonjour Eric. Salut David, comment ça va? Super bien, merci de nous avoir invités ici. C'est un de tes événements qui s'est déroulé ici ce week-end à Knock. Absolument, un double événement en fait. Donc on avait le tournoi final du Business Paddle Tour, qui est un tournoi corporate qu'on organise de paddle inter-entreprises, donc, et qui a eu son tour final ici hier, avec la finale qui s'est déroulée sur le central. Et puis on est aussi partenaire, Imovlan est partenaire du Belfius Paddle Summer Gala, qui a lieu maintenant avec des pros. Donc c'est une exhibition, ce qui est très bien parce qu'il y a aussi beaucoup de proximité, c'est très fun. Donc on est assez connecté avec le monde du paddle. Ouais. On est à Knock et donc on s'est dit pourquoi pas parler des investissements à la côte, c'est important. Et pour en parler aussi, on a ramené un fervent défenseur des investissements immobiliers à la côte ou pas, on va le savoir dans un instant. Ken Van Petegem est avec nous. Comment ça va, Ken? Ça va bien, bien. Si j'avais su, j'aurais aussi mis mon polo Ralph Lauren. C'est vrai. Écoute, je me suis dit, on est à Knock, il faut s'habiller en conséquence. Même si je pense que Ralph Lauren à Knock, ça reste quand même du low cost. Non, Eric, toi qui connais bien la côte. Oh, alors moi, je connais bien la côte, mais en deux temps, je vais dire. Là, quand j'étais petit garçon, non, quand j'étais ado, effectivement, avec mes parents, j'allais à la mer. Maintenant, je suis plutôt de l'autre côté de la côte, dans un endroit un peu plus calme, La Panne, Saint-Idesbald, Coxide, très sympa aussi. Low cost, disons qu'il y a de tout. La côte belge est un endroit très sympa, parfois sous-estimé. C'est vrai que Knock, on trouve un peu de tout, mais c'est plutôt du côté premium. On va faire le tour de la côte, évidemment, on va essayer de savoir un peu quelles sont les plages qui sont tendances, où peut-on faire des bonnes affaires, on va en parler avec vous. Mais d'abord, on va s'intéresser quand même 2 secondes à Knock, puisqu'on y est. Knock, ça reste la station balnéaire dans laquelle on rêve de vivre, Ken. On rêve de vivre, je sais pas, mais on passe des bons week-ends. Ouais. Ici, il fait vraiment bon vivre. Mais ça coûte cher, Ken. Il n'y a pas de secret, Et donc en vrai, tout coûte très cher ici. Et il y a une qualité de vie qui est quand même très agréable parce qu'il n'y a pas de criminalité. C'est très sécurisant. Tu te balades tranquillement avec ta famille, tes enfants. C'est très agréable ici. Tu mets l'évidence sur quelque chose qui est important, c'est le style de vie à la mer aussi. On va en parler puisqu'on va essayer de s'intéresser aussi à qui investit à la mer aujourd'hui. On parle beaucoup des personnes âgées, de ceux qui veulent aussi investir pour peut-être après derrière louer et peut-être d'autres profils, on va en parler. Mais continuons à parler de Knock. Est-ce qu'on a un peu une idée des prix moyens aujourd'hui d'un bien à Knock? Ça va de quoi à quoi? Ouais, le prix moyen d'un appartement aujourd'hui à Knock dépasse les 650 000 €. Donc ça reste la commune la plus chère de Belgique. Et les maisons là... Je t'en parle pas, je crois qu'il y a une dernière vente qui s'est fait à 14 millions pour une villa ici. C'est dingue, hein. C'est que le centre de Knock est très préservé. Et donc, effectivement, c'est une question d'offre et de demande. Et l'endroit est tellement exclusif que aujourd'hui, pour tout un chacun, on va dire, de la classe moyenne ou qui a des revenus confortables, souhaite s'installer ou acquérir à Knock, c'est pratiquement impossible dans le centre. Après, on peut éventuellement passer à 1 ou 2, 3 km un petit peu plus dans l'arrière-pays, on va dire, où là, il y a encore des choses à faire. Mais c'est vrai qu'ici, c'est réservé vraiment à des gens qui ont des très gros moyens. Il y a encore des belles opportunités à Knock où c'est saturé? Est-ce qu'il y a encore des gros projets immobiliers, des choses qui s'annoncent? En vrai, tu n'as pas des opportunités ici. C'est plutôt des investissements, je vais dire bonheur. Parce que c'est tellement cher que tu ne peux pas faire de la rentabilité ici. Donc les gens n'achètent pas pour mettre en location, ils achètent vraiment pour avoir une résidence secondaire, pouvoir venir les longs week-ends ici, pendant la haute saison, passer 1 semaine ou 2 avec les petits-enfants, parce que l'âge moyen à Knock est de plus de 65 ans. Donc c'est vraiment en fait des grands-parents qui viennent ici se poser tranquillement, proches des familles encore, tu vois, pour ne pas partir trop loin. Parce qu'il y a des gens qui vont aussi en Espagne ou dans d'autres pays. La côte reste très accessible en transport, en 1 heure on y est, donc très chouette. Un investissement en bonheur. Eric, c'est beau quand même. Il est poète, Ken, aujourd'hui. Oui, on sent qu'il est inspiré. Bon, Knock, on en a parlé rapidement. Pour rebondir là-dessus, en fait, il a raison, l'investissement en bonheur, voilà, c'est une formule qui est sympa. Mais c'est vrai que, en fait, et genre, je peux en parler parce que j'ai acheté à la côte, de l'autre côté, mais quand même à la côte. Ça n'a rien à voir avec l'investissement si tu veux acheter pour avoir un rendement. Si tu veux acheter pour avoir un rendement, il faut acheter partout sauf à la côte. C'est-à-dire qu'il y a les deux. Il y a le plaisir qu'on en a, la jouissance qu'on a de son bien. Et à ce moment-là, ok, on sait bien qu'on va y aller. On discutait avec un agent immobilier, on va le citer, c'est Alex de Wulf, parce qu'il nous a bien donné pas mal d'infos sur les tendances. Il disait qu'il y avait moins de 50 nuits. Les gens qui ont une résidence secondaire passent moins de 50 nuits par an. Donc,
fatalement, on pense qu'on y va. Il y a aussi l'aspect, c'est plug and play, on a toutes ces affaires, c'est là, donc fatalement louer comme ça, c'est difficile, c'est compliqué. Donc le rendement locatif pur, c'est quelque chose qui pour moi n'est pas, enfin pour lequel un placement à la côte n'est pas un placement judicieux. Surtout que la côte, c'est très saisonnier. Hein. Ken, oui, mais ça, parce qu'on pourrait se dire finalement, ok, les hôtels souvent à la côte sont souvent sold out, on va dire. Donc pourquoi pas investir pour louer derrière? Il y a quand même beaucoup de gens qui vont à la mer. Pourquoi finalement c'est pas un investissement rentable? Parce que c'est saisonnier. Tu vois, les gens commencent à venir à la mer pendant les vacances de Pâques, les vacances de printemps. Et puis tu as l'été et encore une dernière fois peut-être à Toussaint, mais pendant la période octobre-novembre jusqu'à février-mars, il n'y a personne ici, c'est vraiment mort comme zone. Donc l'investissement locatif, il faudrait qu'il soit hyper rentable sur une courte période pour que ce soit l'idée première des investisseurs. Ok, donc si je comprends bien, c'est plutôt un mix investissement bonheur pour pouvoir venir ici, peut-être travailler, déconnecter, se détendre, et puis faire quand même de la location pour se dire au final, on gagne peut-être un peu d'argent, mais on va pas en gagner beaucoup en investissant à la côte. Ça va, pour moi, ça va réduire un peu les frais, ça va payer peut-être les charges, ça va payer peut-être la taxe, etc. Mais avoir un vrai rendement, ça me paraît très compliqué. Et puis, il y a aussi il ne faut pas oublier l'autre aspect de rentabilité qui est la plus-value. Ouais. Ça, c'est une véritable rentabilité parce qu'on fait jamais. C'est très compliqué de se planter. Si on achète un appartement, un bien immobilier à la côte pour le garder pendant un certain nombre d'années et qu'on le revend, on ne se plante pas. On sait qu'on a fait cette plus-value, mais la plus-value, le rendement, ne se concrétise qu'à partir du moment où on vend, évidemment. Ce n'est pas la même chose que de recevoir des loyers de manière régulière. Est-ce que les biens ici prennent de la valeur plus rapidement qu'ailleurs ? En fait, ils ont pris énormément de valeur pendant le Covid. Ouais. Ici, à Knock, les prix ont explosé. Maintenant, Knock, c'est encore une bulle beaucoup plus particulière parce qu'il y a toute une histoire derrière Knock. Depuis que la famille Lippens a pris les commandes en fait, de la gestion politique de cette commune, c'est une bulle spécifique. C'est un peu comme dans l'art, tu vois. Pourquoi tu achèterais un tableau à 100 millions ? Il n'y a pas de raison. Parce que tu n'es pas sûr de pouvoir le revendre. Acheter une maison ici à 10 millions, tu n'es pas sûr que quelqu'un puisse la racheter. Donc c'est encore une autre manière de penser ici. Je te dis, c'est vraiment un endroit où les gens veulent venir. C'est de place to be pour les riches. Et c'est très agréable. Donc je crois que les gens qui achètent ici se disent même pas, de toute façon je vais faire une plus-value. Ils disent je veux être là, je veux mon achat ici tranquille et ils pensent pas plus loin. Alors parlons un instant peut-être des autres des autres stations. On parle de Coxide et de Ostende aussi dans le top 3 des stations préférées des Belges. Ostende, il y a un gros projet actuellement de promotion immobilière. Est-ce qu'il y a d'autres coins sympathiques Il y a le hub, alors là où moi j'ai acheté un petit appart, c'est le hub, on va dire, du côté de la frontière française, La Panne, Coxide, Dunkerque, Saint-Idesbalt. Alors c'est très sympa, c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus famille, mais ce qui caractérise aussi, je vais dire, les développements, chacun à leur échelle, c'est un petit peu, on va dire, le sérieux et le contrôle que font les autorités. C'est-à-dire que urbanistiquement parlant, on ne peut pas commencer à faire n'importe quoi, n'importe où. Moi, je constate qu'il y a beaucoup de projets neufs, mais ces projets ont 2, 3 étages. Ce n'est pas des grands bâtiments qui vont mettre de l'ombre partout. Donc, il y a vraiment aussi, je pense, une volonté de préserver et de maintenir quand même une certaine harmonie urbanistique. Ça, c'est important. Et je pense que ça, c'est une constante partout. Ici, on est dans un terrain qui est magnifique, qui fait plusieurs hectares. Un promoteur pourrait très bien tout racheter et faire une affaire en or, jamais ça se vendra parce que justement il y a cette volonté de préserver. Et donc ça, je pense que c'est plutôt une bonne initiative des autorités. Vous qui nous écoutez, qui nous regardez, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos plages préférées, là où vous adorez aller déconnecter le week-end, en vacances, en famille, seul pour travailler peut-être. Justement, en parlant rapidement un peu des profils, on a parlé des personnes plus âgées. C'est vrai qu'on entend beaucoup des personnes âgées qui disent mon rêve, ce serait à la fin de ma vie ou à la fin de ma carrière, la terminer justement à la mer. Quels sont les autres profils ? On parle des investisseurs qui loueraient potentiellement donc pour un peu du tourisme et en même temps en profiter. Il y a d'autres types de profils. On sait que pendant le Covid, tu en as parlé, des gens venaient ici peut-être pour travailler, déconnecter, que le télétravail c'était devenu possible. Il y a d'autres profils d'investisseurs aujourd'hui ? Il y a tout type de profils, mais c'est clair que les principaux profils, c'est les gens qui ont un peu de moyens, puisqu'on n'a pas de rendement, et c'est plutôt du plaisir, du bonheur, et on va dire de la qualité de vie. C'est des gens qui souhaitent venir à la mer, mais et peut-être s'y installer, passer plusieurs jours par semaine. Le souci, c'est qu'ils vont évidemment pas vendre la maison ou l'appartement qu'ils possèdent déjà, donc ils doivent avoir un peu d'argent et des revenus supplémentaires. Donc fatalement, c'est un profil de plutôt des gens qui sont déjà relativement aisés, une classe moyenne, on va dire, supérieure et assez aisée, qui peut se permettre ce genre de choses. Après, il y a d'autres projets. Il y a eu sur les dernières années, nous on l'a vu au niveau d'Immovelan, il y a eu énormément de projets à Zeebruges, à Ostende, mais c'était plutôt alors
c'était pas en bord de mer, c'était un petit peu au niveau dans les terres. Et là, il y a beaucoup de projets. En parlant avec un de tes amis, John Alexandre Bogart, il disait justement que lui, à proximité de la côte à Knock, impossible pour lui d'acheter, mais en retrait, il y a d'autres possibilités, en profitant malgré tout quand même de cette qualité de vie que la côte peut offrir. On va en parler un peu dans un instant justement de cette qualité de vie à la côte. Mais d'abord, je voudrais qu'on revienne sur un peu la fiscalité. Parlons un peu chiffres. On va aller dans un truc un peu ennuyant, mais c'est important de le rappeler. Quand on parle des biens, on parle des biens neufs évidemment, mais à la mer aussi, beaucoup des biens à rénover. Il y a des spécificités, notamment avec le certificat PEB, c'est important aujourd'hui. Donc en Flandre aujourd'hui, quand tu achètes, tu as dans les 5 ans l'obligation de mettre ton PEB à D minimum. Donc si tu achètes une croûte à F ou G, tu dois prévoir dans ton budget des travaux énergétiques qui vont faire en sorte que tu puisses arriver à D. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que tu as un avantage fiscal aussi derrière pour les primo-acquérants. Maintenant, à la côte, c'est souvent des résidences secondaires. Il y a très peu de gens qui achètent pour se domicilier ici. Je crois que le pourcentage, c'est 60% de résidences secondaires au moins, tu vois. Donc, c'est à prendre en compte pour les travaux. Seconde résidence, des chiffres à donner, droit d'enregistrement, taxes. Alors il y a une taxe, droit d'enregistrement c'est la même chose, hein, mais par contre il y a une taxe de résidence, de seconde résidence, résidence secondaire, que j'ai eu le bonheur de recevoir dans ma boîte aux lettres pas plus tard qu'il y a une semaine. Donc, Oui, mais tu as reçu une autre bonne nouvelle aussi, qui accompagnait cette taxe. Alors il y a, on va dire qu'il y a un peu une tendance, il semblerait qu'on ne soit pas obligé de payer ou qu'on puisse contester le paiement de la taxe de résidence secondaire, en tout cas pour l'année passée. C'est un peu flou. Est-ce qu'il faut être domicilié? Est-ce que c'est pas obligé? J'avoue que je ne connais pas la législation à fond. Est-ce qu'il y a alors là une question de discrimination dans laquelle on pourrait s'engouffrer pour ne pas justement devoir la payer en disant mais pourquoi est-ce que moi je ne me domicilie pas? J'ai le bien, je l'ai payé, je le finance, etc. Donc voilà, c'est encore flou, mais effectivement il y a cet élément-là qui rentre en compte. En fait c'est sur 3 communes, tu as Coxide, La Panne et Knock. En fait, quand tu es résident principal, tu payes des centimes additionnels dans toutes les communes en Belgique. Knock, La Panne et Coxide ne font pas payer de centimes additionnels aux résidents. Et donc les résidences secondaires payent une taxe. Mais en fait, c'est discriminatoire de faire payer des gens alors que d'autres ne payent pas. Et donc il y a une instance en justice pour l'instant, il y a un groupement, parce que chaque personne ne sait pas attaquer la commune. Donc il y a des avocats qui se mettent en groupe et qui récoltent les voix, on va dire, de tous les résidents secondaires de ces communes-là pour voir s'ils ne peuvent pas récupérer ces frais payés, entre guillemets, discriminatoirement parlant. Tu vois. Alors cette vidéo, on l'a fait en août 2023, mais s'il y a des mises à jour par rapport à tout ce qu'on vous dit qui se feront, on n'hésitera pas à les mettre en commentaire. Donc allez voir aussi en commentaire de YouTube un peu s'il y a des choses qui changent. Entre-temps, on le mettra. Rassurez-vous. Et puis sur nos réseaux sociaux aussi, sur Instagram, on partage pas mal de contenu complémentaire. Continuons un peu à parler. J'ai envie qu'on a parlé taxes, fiscalité. Revenons à des choses plus légères, au lifestyle, à la vie, au style de vie à la côte. Rapidement, on est en Flandre. Pour les Bruxellois et les Wallons qui nous écoutent, ça se passe comment ici à la côte En vrai, je crois pas qu'Eric va me contredire, mais à la côte, il n'y a pas de problème. Wallon-flamand, tu vois. Ici, la langue, c'est l'argent. Donc, tant que tu payes, il n'y a pas de souci. On parle français. Tant que tu viens pas avec ton frigo box, il n'y a pas de problème. Référence à un petit fait d'actualité. Issu l'actualité, c'est ça que j'aime. Absolument. Et il y a même un hashtag tous en maillot avec son frigo box. Enfin, voilà. Non, je crois que Je crois que cet antagonisme francophone-flamand est quelque chose qui est monté en épingle souvent dans les médias ou sur les réseaux. Effectivement, que ce soit à Knock, que ce soit à Bruges, n'importe où, là où je suis, il n'y a aucun souci. Moi, pour vous donner un exemple, quand on va dans des restaurants, les saisonniers sont parfois des Français. Ouais. Alors le français... un francophone est censé parfois comprendre ou parler un peu le néerlandais, le français beaucoup moins. Eh bien pourtant il faut un effort, donc chacun fait un effort et tout se passe très très bien. Moi j'ai jamais eu de problème, moi je suis bilingue mais j'ai jamais eu de problème, les gens s'expriment dans les deux langues et on y arrive quoi. Vous êtes bien gentil aujourd'hui, j'ai l'impression. Ce qui fait vivre la côte aussi, c'est le tourisme. Ouais. Donc si tu commences à être raciste et dire ici c'est flamand, tu vas perdre un pouvoir d'achat. Alors au niveau administratif, on sait par exemple dans les communes de la périphérie bruxelloise, par exemple, on sait qu'on connaît quelques difficultés. Aujourd'hui, quand tu vas dans une commune pour gérer un peu, pour te domicilier par exemple, on fait l'effort de parler français ou pas ou si ou... Je crois que tu as les documents en néerlandais ici, d'office. Il n'y a pas de facilité.
pour les francophones ici. C'est-à-dire qu'il faut respecter, c'est un petit peu comme si tu allais dans les Ardennes, à Durbuy ou je sais pas où, à Bouillon, et tu voulais commencer à avoir tous tes documents en néerlandais. Non, on est en Flandre, les documents sont en néerlandais. Maintenant, c'est pas non plus des thèses de doctorat ou de la chimie moléculaire, hein, donc c'est quelque chose d'assez u moet betalen, ça veut dire vous devez payer. Hein, tout le monde peut comprendre. Voilà, rekening c'est votre facture, l'eau, le gaz, l'électricité. Mais je pense de nouveau, alors ce qui est très très compliqué au niveau administration, c'est quand on acquiert un bien en Flandre, mais à la côte, pas la côte, c'est les sols, c'est l'inondation, c'est le, il y a tout l'Ancien Testament de documents à ressortir, mais ça, c'est juste de l'administration. Mais au niveau, je vais dire, du day-to-day, très honnêtement, moi j'ai pas du tout de difficultés. On n'est pas noyé, inondé de différents documents. Bah, c'est comme partout, on a quelques petites factures, la taxe, le gaz, l'électricité, les poubelles et c'est tout. Inondé, en parlant d'inondation, on va parler un peu d'écologie dans un instant. C'est une question qu'on se pose beaucoup en 2023 avec la montée des eaux. On va rigoler un peu, on va en parler dans un instant. Continuons à parler du style de vie à la côte. On sait qu'en haute saison, il se passe plein de choses. Il y a plein d'événements comme aujourd'hui ici au club de tennis du Zout. Est-ce que l'hiver ou dans les périodes un peu plus compliquées, c'est quoi? C'est vide, c'est mort la mer? Il y a des choses à faire ou pas? Déjà l'été, la mer est grise. Alors l'hiver, la mer, enfin, le ciel est bleu. Comme il fait beau à la mer. Il est dur. Mais moi, vraiment, la mer du Nord, tu vois, juste la mer, le sable et la mer, je trouve que c'est une des mers les plus moches du monde, tu vois. Par contre, ce qui se passe après la digue, c'est très agréable. Se balader sur la digue à Knock, manger des petits restos et tout, ça c'est très agréable. La mer, elle, je mets jamais mes pieds dedans. C'est-à-dire qu'on n'est pas effectivement, on n'est pas en Croatie, on n'est pas en Grèce, mais ça a son charme. Ça a vraiment son charme. Et puis tu parlais de l'hiver, des saisons un peu plus calmes. Ça a aussi beaucoup de charme. Je veux dire, aller faire une balade dans les dunes, aller faire une balade dans la réserve, aux Zuines ou de l'autre côté, du côté du Westhoek, c'est quelque chose, c'est génial. Voilà, on prend le bon air, on respire, on se détend, on se délasse. Ça a vraiment son charme. Ken, tu critiques la mer, mais j'ai quelques copines qui se sont fait un petit bain de minuit récemment en pleine mer du Nord et je peux te dire qu'elles ont vraiment apprécié ce petit moment privilégié. Bon, continuons à parler du style de vie. Que peut-on dire rapidement pour clôturer ce sujet, pour donner envie aux gens de venir justement peut-être acheter à la mer du Nord? Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qui fait ce truc en plus de la côte belge, Eric? C'est très simple. C'est prêt. Donc allez bon, on va dire que maximum 2 heures si on est un peu plus loin du côté de l'est du pays. Voilà, mais une bonne heure, 1h30, on y est. Hein. C'est plug and play parce qu'on arrive. Moi, littéralement, je prends 3 t-shirts, 2 caleçons, une paire de chaussettes et j'arrive. Bon. J'ai là mon frigo, il y a de quoi manger dedans, etc. Donc c'est très facile et vraiment c'est quelque chose. Moi, pendant le Covid, je me suis dit bon, on va partir en vacances. J'ai loué à l'année. Je me suis dit j'ai pas envie d'être prisonnier non plus, tu vois, de l'achat, de dire on a acheté, c'est vendredi, on doit partir. Ça j'avais pas envie. Et donc on a loué à l'année. On a loué pendant 1 an. On peut trouver des chouettes choses pour 750, 800 euros et on s'y retrouve. Et on s'est dit, mais on en a vraiment, vraiment profité. Et quand on arrive, quand on pousse la porte, on est là, on se détend. Voilà, c'est déjà une autre atmosphère. Donc c'est vraiment quelque chose, si on a les moyens, si on a envie, et si on n'est pas un grincheux qui n'aime pas la mer du Nord, comme certains, suivez mon regard, eh bien, je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire. Et peut-être, effectivement, une option pour éviter de directement rentrer dans quelque chose de très long terme et de très contraignant d'un point de vue monétaire, financier, c'est louer pendant 1 an. Louer à l'année, ça se fait. Et on peut comme ça voir si on en profite vraiment ou quels sont les avantages qu'on en tire. Et vivre l'expérience de la côte, j'aime bien, c'est bon plan, tester avant de s'engager, c'est beau, ça c'est comme un peu en amour aussi, hein. Ken, on teste et puis finalement on se marie. Ken, parlons un peu de choses sérieuses maintenant, même si depuis le début de cette émission on parle de choses sérieuses. Il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent, qui s'intéressent à l'écologie et qui sont perturbés par la montée des eaux. C'est vrai. La côte, dans quelques années, est-ce qu'elle sera toujours bien là? Dans quelques centaines d'années. Elle va s'arrêter où? À Bruxelles ou pas? Ils sont en train de construire une grande digue ici autour du club parce que ce club doit être préservé. Ouais, c'est une priorité des autorités. Non, plus sincèrement et plus sérieusement, il y a un pays quelques kilomètres au nord d'ici qui s'appelle les Pays-Bas. Ouais, qui sont déjà sous l'eau. Avec plus de 50%, je pense, sous le niveau de la mer depuis des décennies. Et donc, je pense qu'il faut évidemment être conscient de l'écologie et des nécessités de consommer mieux, consommer différemment, etc., etc. Mais il ne faut pas tomber dans une psychose en train de dire, oui, mais ok, on doit se reculer de 50 km parce que dans X années, ces 50 km seront sous l'eau. Ça, je crois qu'aujourd'hui, j'ose dire que ça n'est pas réaliste. On ne doit pas s'en inquiéter. Après, je répète, il faut être conscient que le changement climatique
géopolitique est une réalité, qu'on doit réagir par rapport à ça. Mais je ne pense pas qu'on doit imprimer. Je préfère vivre ici pendant 50 ans que vivre au bord d'une zone inondable, la Meuse, etc., en Wallonie, où on a vu les inondations catastrophiques qu'il y a eu, par exemple. Mais Ken, c'est une réalité, il y a des gens qui se disent qu'ils sont pas initiés, même s'ils nous regardent toutes les 2 semaines sur YouTube et tout, ils se disent ouais mais attends, j'ai envie d'investir à la côte, mais peut-être que dans 30 ans, dans 50 ans, plus personne ne voudra de mon bien. Ça, c'est des gens qui ne se renseignent pas, parce qu'effectivement, avant que la Flandre soit sous eau, on parle dans des centaines d'années, je ne sais pas si c'est des milliers d'années, mais l'eau va monter à un moment donné d'office, mais tu vois, on ne va pas prévoir dans des centaines d'années, ça n'a pas de sens. Et puis l'humain développe des technologies incroyables, tu vois, tant que Venise ne sera pas sous eau, la Flandre est en sécurité, tu vois. Donc il n'y a pas de problème pour ça, c'est vraiment une inquiétude qui n'a aucun sens. C'est une inquiétude théorique, mais je pense qu'il y a d'autres soucis, d'autres éléments dont les gens devraient être plus concernés, quoi. Bon bah les amis, je pense que tout doucement on arrive à la fin de cette émission, on a ratissé un peu large, on a donné quelques tendances finalement de l'investissement à la côte, un dernier tour de table, c'est un peu le rituel en fin de l'émission. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Qu'est-ce que vous voulez mettre en évidence à nouveau peut-être? On va commencer par toi Ken, on va terminer par toi Eric, puisque c'est toi qui nous invites ici. On joue à domicile aujourd'hui dans cette émission. Moi j'ai parlé principalement de Knock, clairement trop cher pour faire de l'investissement. Par contre, ville ultra agréable pour venir passer un petit week-end, une semaine avec ses petits-enfants ou quoi, parce que pas de criminalité, la sécurité c'est très agréable et la qualité de vie ici, mais tu laisses ton frigo box à Bruxelles. Ça c'est sûr, tu viens pas avec. On a compris que Ken veut recevoir un petit avantage du bourgmestre évidemment de Knock. Hein. Et t'as quand même bien saucé Knock toi aujourd'hui, hein, Ken. T'as quelque chose très avec agréable. Knock, franchement, il faut passer des week-ends ici, c'est chouette. Par contre, il y a l'association, le lobby des frigo box qui est en train de monter une action d'ampleur pour bannir Ken de toutes les antennes, parce que là le cours du frigo box est en train de s'effondrer. Non. On fait souvent, Eric, on fait souvent la vanne. Je vais quand même recadrer puisqu'il y a des gens qui vont peut-être nous regarder dans 2 mois, 3 mois et puis ce sera hors contexte. Voilà, il y a deux habitantes de Knock qui ont été filmées et qui justement mettaient en évidence le côté un peu nul, loser de quelques personnes qui arrivaient avec leur frigo box plutôt que consommer dans les bons restaurants de la côte à Knock. C'est drôle, mais je te dis, la famille Lippens qui est au pouvoir ici depuis des années et des années ont mis des règles hyper strictes. Tu vois, il y a des amendes si tu te promènes torse nu. 350 € d'amende si on se promène torse nu. Tu te promènes torse nu, ton chien fait ses besoins, j'allais être plus vulgaire, tu payes une amende de dingue. Tu manges sur la plage, tu payes une amende. Tu vois, c'est hyper strict ici. Ça permet de garder une qualité de vie incroyable. Et donc, je trouve qu'ils ont raison. À son âme, mais je pense que c'est plus la famille Lippens qui gère aujourd'hui Knock. Qui est maintenant bourgmestre. Effectivement. C'est toujours Lippens qui est au bourgmestre maintenant. C'est toujours la famille qui est. On est d'accord. Okay. Depuis des années et des années, c'est comme ça. Le mot de la fin. Disons que, alors, je suis d'accord, mais je nuancerais. C'est-à-dire qu'il faut éviter de se retrouver dans une espèce de ghetto de riches. Ça c'est. Mais là où je rejoins tout à fait Ken, c'est la qualité de vie. Je veux dire. Si on a envie, si on se dit, bon, on a un peu les moyens, il faut avoir un peu les moyens, ça c'est sûr. Et qu'on a envie de se dire, ok, on peut se détendre, pas loin, on n'est pas obligé de prendre un vol, de nouveau, climat, etc. On prend sa voiture, on prend un train, on est là en 1 heure. Eh bien, il faut le faire, c'est quelque chose qu'il faut faire. On peut éventuellement essayer, comme j'avais dit, de prendre une location d'abord à l'année pour voir vraiment si on en profite, si on prend le pli. Mais c'est quelque chose qu'on peut faire, qu'on doit faire. Il ne faut pas hésiter si on a les moyens et si on est attiré, parce qu'il y a cette qualité de vie, c'est prêt et on peut en profiter. Et de plus en plus de gens font un peu du halvenal, ils travaillent quelques jours, ils rentrent à Bruxelles ou à Anvers ou à Gand, et puis voilà, ils font cette alternance. Le message est passé, on continue le débat maintenant sur nos réseaux sociaux, sur YouTube, en commentaire. Évidemment, les meilleurs moments aussi de cette émission seront retrouvés sur Instagram. Hein, pour ceux qui n'ont pas envie de regarder le format long, les meilleurs moments en extrait court se retrouvent sur Instagram, sur TikTok. On est partout, en fait, sur Facebook aussi. Donc vraiment, allez nous suivre, mettez des petits follow, c'est important, ça nous motive, ça nous donne de la force. Eric, quand même 2 secondes. Aujourd'hui, on a clôturé ton business Paddle Tour. Oui. C'était le tournoi final. Oui. Une nouvelle édition va arriver. Absolument. Si on est passionné d'immobilier, mais aussi de paddle, on s'inscrit où? On fait comment? Alors, il y a un site, businesspaddeltour.be. Donc voilà, bon alors on va le mettre à jour avec les dernières photos, etc. Parce qu'on a fait toute une série de photos. On a fait c'était génial hier, les joueurs ont pu faire des cliniques avec des entraînements avec Miguel Lamperti qui est quand même un ancien numéro 2 mondial. Le Roger Federer exactement, et c'était vraiment très très sympa. On mettra aussi des photos. Mais donc le Business Paddle Tour, c'est quoi en 3 mots? C'est
sport, fun, networking. C'est-à-dire que c'est un tournoi inter-entreprise, c'est destiné aux entreprises. Tout le monde peut s'inscrire tant qu'on s'inscrit au nom d'une entreprise. L'idée, c'est quoi? C'est de faire du sport. On fait plusieurs sessions et puis il y a un tournoi final. Donc les sessions sont qualificatives pour le tournoi final qui s'est déroulé ici pendant les 2 jours et qui est en levée de rideau du Padel Summer Gala, du Belfus Padel Summer Gala. Et donc on joint l'utile à l'agréable. Mais donc très sympa. On a 4 matchs de padel, un petit drink, apéro dînatoire, on network, on rencontre d'autres entreprises, etc. Donc voilà, la première édition, c'était 80 équipes se sont inscrites. Vraiment, on a commencé ça, on a eu l'idée en début d'année, on s'est dit allez, faisons ça, on fait ça en collaboration avec Imovlan et le B19, le cercle d'affaires qui est vraiment un bon partenaire. Et donc voilà, ça a été un excellent succès parce qu'on a eu 80 équipes qui ont participé. L'argument, c'était super. Ken, ce que j'allais dire, parce que l'argument que tu n'as pas mis en avant, c'est la présence de Ken dans son petit short moulant. Et rien que pour ça, il faut venir. Absolument. Au moins regarder, observer, soutenir les athlètes si vous n'aimez pas le paddle. Et le talent. Et il a même joué en nœud papillon la première session. C'est vrai, il a très vite abandonné. Mais pour mieux le retrouver peut-être l'année prochaine. En tout cas, il y aura une équipe du rendez-vous des proprios, ça c'est sûr. Parce qu'avec la bosse et avec toute l'équipe, on va s'entraîner dans les prochaines semaines pour venir briller au Business Paddle Tour l'année prochaine ici du côté de Knock. On l'espère. Merci les amis pour cette belle émission. Merci. Et on se retrouve très bientôt sur nos réseaux sociaux pour un nouvel épisode. Et on remercie évidemment nos partenaires, nos sponsors, Eloya, PNV et vous, monsieur Imovlan, évidemment. Sûr. Merci les amis. Ciao.